Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 229e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous présenter l'énorme choc au programme du début d'année pour le MMA français. 9 mars à Miami, Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Je sens qu'on va en parler pas mal dans cette émission et on va commencer dès aujourd'hui et puis on vous fera aussi un petit round-up de ce début d'année qui va être bouillante pour tous nos combattants français en MMA et du côté de l'UFC notamment. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, toujours là avec moi, co-présentateur du podcast Au Bord du Ring, coach de boxe anglaise et de boxe pied. Comment ça va, Baba? Ça va et toi? Bah ça va, écoute, c'est la première ensemble en 2024 en studio vrai. puisqu'on avait enregistré celle d'avant, donc bonne année mon Baba. Merci à toi. Plein de bons combats et de bons Fighter Club à venir. Le MMA français continue de grandir et il va s'offrir un nouveau rendez-vous avec l'histoire le 9 mars à Miami. Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier, 5 rounds, comme main event de l'UFC 299. A-t-on vraiment besoin d'en dire plus? Lancé dans la quête du Graal de la ceinture UFC, BSD va passer son plus gros test face à une des plus grandes stars de l'UFC qui a affronté et battu nombre de légendes. La cerise la plus savoureuse possible sur un gâteau de début d'année ultra savoureux pour les représentants tricolores. À 2 mois du rendez-vous qui change une destinée, le RMC Fighter Club évoque le choc XXL entre Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis et fait le point sur une période qui s'annonce bouillante pour le MMA français et les sports de combat en général. La guerre vous attend. Pression de Benoît avec l'anglaise. Il y va. Et le middle qui suit. Dustin Poirier. Je vais faire la même chose que d'ordinaire. Que Dustin Poirier, il est un animal en face de lui dans l'octogone. Et c'est fini. Benoît Saint-Denis. 12 victoires, 12 finalisations. Oh la gauche qui envoie tapis. C'est l'accélération. Qui n'arrête pas. Tout le monde des coudes dans son coin. Allez, c'est terminé. C'est terminé pour Benoît Saint-Denis. Oh, c'est fou. Par KO. Dès le premier round. Plus rude est la bataille, plus douce sera la victoire. Et merci à Max Abolin, cette petite prod, c'est la guerre comme dit Max, ça va être la guerre le 9 mars, j'allais dire 9 mai, mais non, c'est encore plus tôt que ça, 9 mars, Miami, Benoît Saint-Denis, Dustin Poirier, je disais 5 rounds comme main event de l'UFC 299, qui est une carte de dingue en plus, Baba, pour l'instant, elle est plus belle que l'UFC 300, et il sera en co-main event, notre ami Benoît, je sais qu'il sera dans le countdown de l'UFC, il y aura les caméras, il sera présenté au monde entier, c'est dingue ce qui lui arrive quand même à Benoît. Baba, on va commencer sur le contexte général, la dinguerie que c'est quand même. Je le disais en préparant l'émission, ce premier combat pro de Benoît Saint-Denis, c'était février 2019. Poirier, il sortait de victoire sur Anthony Pettis, Justin Gaethje, Eddie Alvarez, et il était à 2 mois de prendre la ceinture intérimaire contre Max Holloway. C'est une vraie légende, c'est une vraie superstar en tout cas de l'UFC que va affronter Benoît Saint-Denis à Miami, hein, Baba. C'est ça, c'est une des 5 plus grandes stars de l'UFC actuellement. C'est quelqu'un qui fait venir des gens, qui fait regarder ses combats, surtout depuis sa double victoire contre McGregor derrière. Là, après, il a complètement explosé. En plus, c'est une superstar qui, contrairement aux autres, il sait parler quand il faut parler, mais c'est toujours dans le sport. Pour le reste, il est admiré par tout le monde un peu. Hein. Donc, c'est vraiment le good guy de l'UFC qui a une fondation et qui fait beaucoup de choses. Donc, une vraie star avec beaucoup de suivi. Et c'est super pour BSD. Ouais. Quand tu as eu la news, on l'a eu la semaine dernière, on n'avait pas fait le Fighter Club parce qu'on avait fait celui avec Taylor Lapillus, on en reparlera de Taylor un peu après, et son combat de ce week-end, la défaite contre Farid Basharat, mais on n'avait pas encore fait ce débrief-là. Comment tu l'as pris? C'est logique pour toi? Vu les performances de Benoît, vu la série sur laquelle il reste, déjà, gros big up à Guillaume Pelletier et à la BTT pour le travail de management, d'aller choper ce combat-là, c'est quand même très fort, donc bravo à eux. Mais tu te dis, il y a une logique en fait, vu ce que fait BSD en ce moment, c'est normal qu'on lui donne ça. Il y a une logique parce qu'il faut toujours, c'est clair qu'il y a les rankings qui sont là pour une raison. Maintenant, c'est bien pour rappeler à tout le monde qu'une fois que tu rentres dans le top 15, tu peux combattre n'importe qui du top 15, que ce soit le numéro 13 ou le numéro 1. Ouais, lui est numéro 12, t'es pas contenté, tu te contentes pas du numéro 13 ou 11 ou 10. Tu vois, c'est vrai que ces dernières années, les mecs qui arrivaient comme ça, on les faisait un peu monter marche par marche, sauf ceux qui justement arrivaient à captiver l'attention du public, où là on leur donne un gros step-up tout de suite, et puis BSD, visiblement, aux yeux de l'UFC, c'est quelqu'un qui a capté suffisamment l'imaginaire des gens pour qu'on
puisse le mettre face à un Dustin Poirier aujourd'hui. Donc, bien sûr que j'y vois une logique. Ouais. Il est 12e, on le disait. Dustin Poirier numéro 3, ancien champion intérimaire. J'avais été champion incontesté les 2 fois contre Khabib et Charles Oliveira. Il avait perdu le combat. 12 contre 3, quand même, même si tu le dis, ça peut arriver, c'est rare. Hein. C'est rare, de mémoire, dernièrement, moi, ce que je vois qui correspond le plus, c'est O'Malley qui avait été mis contre Petr Yan, 13 contre 1. Ouais. Mais on sait la volonté qu'a l'UFC de faire exploser O'Malley depuis longtemps déjà. Ils le voient comme un peu leur nouvelle petite poule aux œufs d'or, même s'il y aurait des choses à dire là-dessus. Ça prouve aussi la confiance qu'ils ont en Benoît, en fait, et l'image marketing qu'il peut avoir. Je te le disais, je parlais du countdown. Je pense que là, quand on va expliquer toute son histoire, là, tu vois, l'ancien militaire, tout ce qu'on raconte en France, nous, depuis des années, mais qu'on va l'expliquer au monde entier, là, si derrière, il te fait une super perf et qui finit Poirier avant la limite, il y a un petit label star qui commence à se créer fortement autour de Benoît, et pas qu'en France. Ouais, non, mais là, après, il faut partir du principe que son label, ça a bien commencé. Hein. Je sais pas si on peut appeler star en France, c'est une star très clairement. Il suffit de voir les chiffres qu'ont fait ton interview de lui pour réagir à l'annonce du combat. 7 minutes, plus de 260 000 vues à l'heure où on parle. Donc là, c'est clair et net que en tout cas, dans notre pays, il y a pas de question à se poser. Maintenant, au niveau international, moi, de ce que je lis, toi et moi, on est beaucoup connectés sur Twitter avec toute la sphère américaine du MMA. Bah il y a que du positif, les mecs parlent toujours bien de lui, ils veulent le voir. À l'annonce du combat, c'était que des messages positifs. Ouais, il y a eu très peu, j'en ai vu un peu, mais il y a eu quand même très peu, tu seras d'accord avec moi, mais qu'est-ce qu'il fout là, il mérite pas. En tout cas, moi j'en ai pas vu, donc j'ai vu que du positif, que du truc, ou après, il y a eu beaucoup de non mais Poirier va le fumer ou quoi. Bon, ça c'est du classique. Ça, chacun son avis. On va en parler. Mais en tout cas, j'ai pas vu des gens qui se disaient qu'il était pas à sa place. Donc écoute, il s'est mis dans cette position-là, c'est ce qu'il faut faire, c'est un message pour les autres. Maintenant, ça marche pas avec tout le monde, c'est clair. Tu peux être très bon, mais si tu es moins marketable, tu pourras pas être à ce niveau-là. L'UFC a considéré que lui l'est, avec son histoire, probablement. Et ils ont décidé de le faire. Et puis ça dit beaucoup aussi de Poirier. Ça dit aussi, il y a beaucoup de combattants dans sa position qui invoqueraient une entorse de la cheville ou je ne sais pas quoi pour pas le combattre. Ouais, d'ailleurs, lui, tu sais, dernièrement, il avait dit, moi, maintenant, c'est les money fights, la ceinture m'intéresse un peu moins. Tu sens quand même que là, je pense que même le challenge sportif l'a un peu excité. Un Poirier, si tu le connais, il a dû se dire, c'est lui, votre nouvel épouvantail là. En fait, j'ai bien envie de le prendre. Je pense qu'il aime bien faire ça. Il avait fait avec Dan Hooker aussi à l'époque, quand il revenait. Et, je crois que quand le combat a été annoncé, il a dû tweeter un truc du genre que, en gros, il allait montrer pourquoi il était à cette place-là. Donc le challenge, il est intéressant. Moi, il faut le féliciter d'accepter ce genre de combat-là, parce que lui, il a rien à gagner. Clairement, hein, il est dans une position où il peut combattre pour le titre demain, même si c'est plus Justin Gaethje qui est prévu puisqu'il l'a mis KO. Mais voilà, il aurait pu prendre un combat plus haut, il aurait pu faire un money fight dans une catégorie supérieure. Enfin, il y a plein de choses qu'il aurait pu faire, Dustin Poirier, avec tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Et il décide de prendre un mec qui monte. Tu vois, ça c'est le genre de choses qui manquent à beaucoup dans leur legacy. Il y a plein de combattants qui l'ont pas fait. Je vais peut-être énerver des gens, en plus on est en live sur Twitch, mais par exemple, un Khabib, il a fait, tu vois, il a nettoyé sa caté avec ses contemporains. Et les champions, on aime toujours quand ils prennent les mecs qui arrivent et on voit la génération d'après. Donc là, ce que fait Dustin, c'est vraiment intéressant, en tout cas pour lui et son legacy. En tout cas, une série va s'arrêter. Tu l'as dit, Poirier sort d'une défaite quand Justin Gaethje, c'était l'été dernier, il se fait éteindre sur ce high kick. Il a jamais perdu 2 fois de suite. Dustin Poirier dans sa carrière. Et BSD a jamais perdu chez les moins de 70 à l'UFC, puisque sa première défaite, c'était contre Eliseu, c'était en moins de 77 chez les welter. Donc il y a une des 2 séries qui va s'éteindre. Et dans si on reste sur des chiffres un peu marrants comme ça, j'ai vu passer, ça m'a fait sourire. Quand il y a 6 ans d'écart ou plus dans un combat à l'UFC, le plus jeune gagne 65% du temps. Quand même. Il y a 6 ans et demi d'écart et le plus jeune, c'est Benoît Saint-Denis. Donc voilà, le petit clin d'œil en tout cas là-dessus. Avant de rentrer un peu plus dans ce qui va nous intéresser techniquement dans ce combat, même si j'avais dit on refera plusieurs épisodes là-dessus parce que c'est le gros morceau de notre début d'année, le contexte historique aussi quand même. Nous on l'a dit à RMC quand on a fait des annonces sur les réseaux sociaux, on parlait, storytelling oblige, on parle de plus gros combat de l'histoire pour un Français après Jones contre Gane. Donc plus gros adversaire pour un Français. Ouais. Sans faire de hiérarchie, moi, Baba, j'avais envie qu'en tant qu'ancien combattant, on remette quand même un peu de lumière sur d'autres anciens Français qui ont affronté des légendes et qui peuvent être mis à ce niveau de légende qu'est un Dustin Poirier. Je te cite, donc on a cité Cyril Gane contre John Jones, Cyril contre Francis. Oui, par exemple. Et Francis, peut-être que dans quelques années, on se dira que c'est la
plus grande légende que quelqu'un ait jamais affronté. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en tout cas, il est très haut. S'il finit par aujourd'hui. faire un film, par être à Hollywood, tu vois ce que je veux dire? Bah, Ça peut c'est devenir un monstre tellement. C'est déjà un monstre, mais ça peut C'est devenir ça. tellement grand. C'est ça, ouais, mais bien sûr, carrément. J'aime bien sûr, dans le plus récent, on doit la citer, Manon Fiorot, elle affronte Rose Namajunas quand même Ouais. en septembre dernier à l'UFC Paris. Moi, je l'ai dit, Rose Namajunas, c'est top 5 de l'histoire du MMA féminin. hein. Oui, Donc, c'est une légende j'allais dire de sa catégorie. Elle a combattu dans 2 catégories en plus, mais c'est une légende en tout cas du MMA féminin, ça c'est clair. Là, j'en ai 2 que je vais te citer, mais c'est un peu fourbe parce que quand ils ont affronté ces noms-là, c'était vraiment un début de carrière pour ces noms-là. Ouais. Je citerai Mansour Barnaoui contre Islam Makhachev quand même. Ouais. C'était au M1 en Russie. Makhachev a toujours dit que c'était le combat qu'il avait Exact. plus fait chier de sa carrière. Christophe Midou contre Fabricio Verdum. Ouais, allez, On est au WAF, donc c'est 2003, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas encore le Verdum champion de l'UFC, mais ça reste ça fait longtemps. un grand nom d'affronter. Et puis certains parce que moi là, on rentre en concurrence vraiment avec ce qu'on a pu dire sur BSD Poirier. Cheikh Congo. Il prend Ken Ouais. Velasquez. Yes. C'est juste avant le run de Velasquez jusqu'à la ceinture. la Donc c'est pas ceinture, encore le Velasquez quand même qui est, tu vois, prime, mais Ouais, il mais c'est rentre celui dans qui son monte. run. Voilà, Ouais, ouais. clairement. Ouais. Et puis moi j'adore Franck Mir contre Cheikh Congo. Ouais. Franck Mir, je te l'ai dit en off, Baba, on va le dire pour nos auditeurs, pour ceux qui se souvenaient pas, Franck Mir, ancien champion de l'UFC. Il a déjà été champion de l'UFC au moment où Congo l'affronte, contrairement à Velasquez. Ouais. Juste avant, ces 3 combats d'avant, c'est Brock Lesnar 2 fois et Minotauro, donc Nogueira, Ouais. dont 2 pour le titre, un titre intérim et un titre incontesté. Et après Cheikh Congo, c'est Shane Carwin pour le titre intérimaire, Mikro Crocop, Roy Nelson, Minotauro, Junior Dos Santos pour le titre. Ah ouais, non, mais Congo à l'époque, c'était C'est quelqu'un. dingue, c'est ce que représente Congo, ouais. Congo, c'était quelqu'un, dans cette catégorie, c'était quelqu'un, et ce combat, c'était presque une demi-finale mondiale à l'époque. hein. Celui qui gagnait, on savait qu'il pourrait avoir une chance pour le titre. Donc, voilà, mais c'est bien, c'est super bien ce que tu fais, parce qu'il faut remettre, il faut reparler de ces gars-là et de ces combats-là. Il y a eu d'autres combats très importants pour le MMA français à l'époque, et c'est bien de les citer aujourd'hui. Bah, on en cite Ouais. un dernier dont on se parlait aussi en off, mais Cyril Diabaté au Pride contre Exactement. Mauricio Shogun Rua, aussi légende brésilienne du MMA. Ouais. Donc on tenait à citer tous ces noms-là, et puis t'as raison. Puis Franck Mir, j'avais même pas fini ma liste, mais tu sais qu'après JDS, c'est Daniel Cormier, Barnett, Overeem. Ouais, il a pris que des gros combats, de toute façon. C'était voilà, c'est Franck Mir, mais en tout Ouais. cas, c'est surtout pas pour comparer, mais dire au contraire que BSD rentre, tu vois, dans C'est ça. voilà, C'est rentre ça. dans ce tiroir un peu des Français qui ont affronté des Exactement. grands noms, des superstars de l'histoire de ce sport, et c'est deviennent cool élites, pour lui. tout Ouais. simplement. Quand tu combats un mec comme ça veut dire que tu passes dans la catégorie des élites de ta catégorie de poids et de ton sport. Et c'est important. Quand tu boxes ces noms-là, ça veut dire que toi, tu as laissé ta trace en disant moi, j'ai combattu des mecs de l'élite. Maintenant, il faut qu'on délaisse l'esprit Coubertin et qu'on dépasse juste le fait de les boxer. Ok, oui, je sais que t'es là-dessus et je te rejoins, bon Baba. Ouais. On rentre un peu dans le combat en lui-même et la technique, ce qui va nous intéresser, même si on y reviendra fort, notamment, on l'espère, avec l'équipe de Benoît Saint-Denis dans les semaines à venir avant le combat. Mais ce match-up, il est hyper intéressant. Ouais. Dustin Poirier, on va le rappeler. Il y a même un côté. Il y a un petit lien avec la France, puisqu'il vient de Louisiane, que sa famille a une filiation Ouais. française, c'est les Acadiens, c'est les Français qui étaient installés en Louisiane. Donc il y a même un petit clin d'œil dans ce combat avec la France. Et puis c'est hyper intéressant parce que ceinture noire de Jiu-Jitsu, Dustin Poirier, mais Ouais. surtout connu pour son striking. C'est ce qui a fait le plus parler à l'UFC. C'est par ça qu'il a obtenu ses plus grandes victoires. Et il a éteint quelques bons strikers. hein. Genre, tu citais Conor McGregor tout à l'heure, Ouais. même si Conor, c'est pas le Conor Prime qu'il affronte quand Ouais, même. clair. C'est important de nuancer ça. Mais il a plusieurs belles victoires contre des strikers. Il rigole surtout pas debout, notre ami Poirier. Et très intéressant, premier point sur lequel je veux t'interroger, puisqu'on a vu beaucoup de travail de kick, notamment au corps, de Benoît Saint-Denis sur ses derniers combats. Bon, Exact. Kim, Ouais. Moïse, Frévola. Là, la petite différence, la grosse différence, c'est qu'en face, il a un gaucher. Il y a un gaucher comme lui. ouais. Benoît est gaucher. Pour la première fois, à très haut niveau en tout cas, il affronte un gaucher. Ouais. Donc, il n'est plus en garde ouverte. C'est-à-dire que Yes. face à un droitier, quand il met ses kicks au corps, pour ceux qui comprennent pas ce que je dis, il frappe sur le côté ouvert du droitier. C'est Exact. sur le corps ouvert. Là, il sera face à un gaucher, donc il tapera du côté fermé, C'est ça. côté plutôt de l'épaule. Qu'est-ce que ça change, Baba, dans l'approche pour quelqu'un dont les kicks ont été une grosse arme ces 3 derniers combats? Ça change beaucoup de choses en tout cas pour BSD, puisque clairement ces victoires ont été un peu construites autour de sa jambe arrière, ces dernières en tout cas. La dernière carrément il finit avec, donc bon, ça c'est beau. Il envoie beaucoup de middle parce que c'est ouvert, il a raison. Quand tu es garde opposé, il faut utiliser sa jambe arrière le plus possible parce qu'il y a moins de chances pour l'adversaire de la bloquer. Maintenant, ça veut dire 2 choses. La première, on va voir ce que Daniel nous a dit la dernière fois quand on l'a eu en interview. Il nous a dit que sa jambe avant était aussi très très bonne. Mhm. Clairement, il va falloir l'utiliser parce que là, c'est sa jambe avant qui sera côté ouvert.
Et c'est factuel de dire qu'il a des meilleures jambes que Dustin Poirier. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Oui, non, ce sera pas une dinguerie. Voilà, donc il faudra forcément utiliser la jambe avant un peu plus, surtout que tu n'auras a priori pas la menace que Dustin te saisisse et t'envoie au sol à chaque fois que tu envoies ta jambe. C'est pas ce que fait Dustin, c'est pas son style. En tout cas, c'est pas ce qu'il nous a montré au fil des années. La deuxième chose, et ce qui est beaucoup plus intéressante pour BSD, c'est que la jambe avant de Dustin sera sur sa jambe arrière. Il pourra envoyer beaucoup de low kick sur l'extérieur donc de la jambe avant de Dustin, qui n'est pas super connu pour tout bloquer. Et il est sensible au kick comme ça. C'est ça, parce que même contre Connor, qui envoie des mauvais, qui n'envoie pas des bons low kicks, il n'envoie pas des low kicks bien vissés et tout. On pourra citer son combat contre Jim Miller aussi. Voilà, contre Jim Miller, où ça a été très compliqué. Donc ouais, il y a une opportunité déjà de ce côté-là. De toute façon, je sais que Daniel l'a forcément identifié, mais voilà, en tout cas, il va pouvoir utiliser sa jambe arrière, mais juste de façon différente. On pense aussi, moi je sais que Benoît est quelqu'un qui, on sait, progresse de sortie en sortie, on l'a dit ici, fait aussi d'énormes progrès à l'entraînement au fil des mois. Ouais. Moi je suis pas sûr qu'il puisse pas non plus travailler dans les deux gardes. Je pense que BSD peut travailler dans les deux gardes. Donc s'il y a besoin de s'adapter, il pourrait aussi changer son plan d'action à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Je pense que de toute façon, il travaille depuis bien longtemps. C'est ce que Daniel nous avait expliqué, qui travaille sur beaucoup son striking, qu'ils l'ont repris de base, de quasi zéro, et qu'ils ont construit là-dessus. Aujourd'hui, c'est plutôt compétent. Donc ouais, ce serait encore une fois, une autre solution. Ouais. Autre point important par rapport à tout ça d'ailleurs, et là je vais te citer Matt Frévola, ancien adversaire de Benoît Saint-Denis, qui à l'annonce du combat réagit sur Twitter et dit match-up gaucher contre gaucher favorise Dustin debout. Donc on rentre un peu dans ce qu'on s'était dit là. Ouais. En tout cas c'est son avis à lui. Par contre Dustin n'a pas affronté un grappleur comme Benoît depuis Rabib, Magomedov. Et on sait ce qui s'est passé dans ce combat. Moi, clairement, quand je préparais l'émission là et que je disais voilà les points qu'on pourrait parler techniquement à l'approche de ce BSD Poirier, je me dis que le grappling de Benoît est largement supérieur à la défense de grappling de Poirier. Et que Poirier, on l'a souvent vu, alors on cite Khabib, même si Khabib c'est un animal à part, on va le répéter quand même, même contre Charles, j'ai l'impression que quand il est contrôlé dans le grappling, Poirier, il fatigue assez vite. Et que c'est sans doute le seul endroit où mentalement, il lâche assez vite, en tout cas. Quand il n'a pas les armes pour affronter. Je ne sais pas ce que tu en penses. De toute façon, tu vas me donner ton avis, Baba. Ouais. Et je pense qu'il peut le dominer au sol. Benoît peut vraiment archi-dominer Poirier si ça va vers le sol. Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais être 100% direct. Poirier, c'est un de mes combattants préférés, donc il n'y a pas de ce que je vais dire derrière, c'est une analyse plutôt froide, c'est pas que je l'aime pas ou quoi, au contraire, c'est un de mes combattants préférés. Maintenant, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais ce qu'il a montré dans la cage, surtout défensivement, c'est pas du ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. On le dit tout le temps qu'il y a des ceintures noires. Enfin voilà, je sais pas où il a obtenu sa ceinture noire. Je sais pas qui les lui a fidèles donné, de l'émission savent que c'est un créneau qu'on a depuis longtemps. Oui. Il y a ceinture noire et ceinture noire. Hein. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que je suis plutôt d'accord avec le fait qu'en grappling, Benoît a peut-être montré qu'il a les armes pour pouvoir dominer Dustin dans ce département-là. Là où je suis pas d'accord avec Matt Frévola, par contre, c'est que c'est pas parce qu'ils sont tous les deux gauchers que ça donne un avantage particulier à Dustin. Moi, je vois pas pourquoi. En anglaise, peut-être qu'il parle de son anglaise, mais il a un bon crochet du bras avant, Dustin, donc il faut faire attention. Mais bon, c'est pareil des deux côtés. Je lui donne pas nécessairement un avantage du fait qu'il soit gaucher comme BSD en tout cas. Maintenant, là, je suis complètement d'accord. C'est là où je voulais en venir. Je savais que tu en parlerais, donc j'attendais tranquillement. Mais on parle effectivement de la bataille qu'il va y avoir debout. On parle de ce qui va se passer avec ses jambes. Mais moi, je pense que sa route numéro 1, ça devrait être le grappling. Ouais, je pense. Le chemin de victoire le plus grand, le plus gros, je pense. Ouais, parce que même contre un mec comme Dan Hooker, il n'a pas été dominé dans le grappling, Dustin, mais s'est trouvé dans des positions au sol, dans les 3 premiers rounds, où c'était compliqué, tu vois. Où c'était compliqué, avec des coups qui venaient et tout. Et tu te dis, contre un grappleur compétent, avec la fatigue, avec les coups, la perte de lucidité, il peut se faire soumettre, tu vois. Ouais, puis cet sentiment, alors une nouvelle fois on met des nuances, c'est un super combattant Dustin Poirier. On parle de l'élite là, on parle des combats d'élite. Et je rappelais tout à l'heure, important pour ceux qui le savaient pas, mais quand je dis on sait comment ça s'est terminé contre Khabib, ça s'est terminé avec Khabib qui le soumet, c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc on parle d'un combattant d'élite, mais j'ai l'impression que parfois mentalement, en tout cas c'est l'endroit où il peut le plus vite lâcher. Debout, il lâche pas. Non, debout, on l'a vu contre Chandler, il peut prendre des séries de 10 coups, comme Benoît ne lâche pas d'ailleurs, il nous l'a montré contre Eliseu, mais il peut prendre 10 coups de suite
et te mettre quand même le bon crochet derrière qui va bien parce que tu vois, il pas est de encore problème. là. C'est 2 robots. Par c'est- contre, au sol, s'il est vraiment dominé, qu'il sent que ça va pas dans son sens et que l'autre est en train de le masteriser, il peut lâcher, j'ai l'impression, Dustin. Plus Bah, vite, en tout cas. je pense que oui, on l'a vu. Pour moi, le meilleur exemple de combat est celui, si j'étais une petite voix dans le camp de BSD et de Daniel, le meilleur combat duquel il devrait s'inspirer, c'est le combat contre Charles Oliveira. Parce qu'il domine contre Charles. Debout, il l'envoie au tapis, il domine clairement avec son anglaise, mais Charles, il fait plein de petits trucs qui font qu'il commence à revenir à niveau, tu vois, à travailler au corps avec les genoux, tu vois, à travailler avec les poings aussi, ce qui fait que Dustin il commence à fatiguer un peu plus. Ensuite, ça échange debout. Et puis après, la rapidité avec laquelle Dustin il a un petit peu perdu, entre guillemets, ses moyens, quand Charles lui décide, en tout cas, de tourner le combat en combat de grappling dans le 2e round. Et puis tout de suite, il vient lui chercher le dos dans le 3e pour le soumettre, si je dis pas de bêtises, hein, c'est dans le 3e. Là, tu dis, ouais, je suis d'accord avec toi, Alex. Là, tu te dis que t'as l'impression que ça lâche plutôt vite, ouais, du côté du grappling avec Dustin. Surtout quand il sait qu'en face, c'est quelqu'un qui est de toute façon exceptionnel. Mais voilà, je me dis qu'avec la fatigue aidant, tout ça, les coups, si Benoît joue bien sa carte, il peut arriver à un moment du combat où ouais, il est dans une position favorable en grappe, et on a vu que Dustin peut lâcher. Et puis ce mental, en fait, j'en parle aussi parce que on le sait, c'est une des grosses caractéristiques de Benoît, ce mental. On en a parlé, c'est quelqu'un qui, dans la tête, pour qu'il soit moins fort que le mec d'en face, il va falloir se lever tôt quand même en face, parce que c'est de par son chemin aussi, son parcours de vie personnel. Et chaque fois qu'il a eu en fait ces grandes dernières défaites ou les fois où il a été mis mal, comme par Hooker dont tu parlais là, face à des mecs qui ont un gros mental, Charles, Khabib, Gaethje, Hooker, il a plus de mal parfois, Dustin. Ouais, non, c'est clair. Après, il a montré l'inverse aussi, donc tu vois, c'est particulier. Le premier combat contre Gaethje, clairement, ils font une guerre, mais il arrive à prendre le dessus. Il y a des contre Eddie Alvarez, il y a... Et puis ouais, contre Dan Hooker, où vraiment il fait la guerre, il finit par prendre le dessus dans les 2 dernières rounds, parce que voilà, il est mieux conditionné et que mentalement, il a jamais lâché. Donc il y a cet aspect, tu te dis que quand c'est vraiment une bagarre debout, tu vois, Dustin, c'est trop compliqué de le faire abandonner. Quand ça reste dans son domaine de prédilection, que ça reste debout, il va rester en face, tant que tu le mets pas inconscient, comme Gaethje la dernière fois, il restera en face de toi, il enverra, il n'y a pas de problème. Par contre, ouais, dès que ça rentre plus dans la dimension grappling, dans la dimension plus physique, là, t'as l'impression que ça devient tout de suite compliqué et assez rapidement en plus. Donc, ouais, on va voir. Moi, j'avais vu passer aussi, quand le combat a été annoncé, des gens qui disaient mais avec tout le kilométrage, il a presque 40 combats de MMA, Poirier. Maintenant, il veut que des money fights, comme on parlait avant. On disait, il va prendre ce truc par-dessus. Moi, je crois l'inverse pour le coup. Non. Je pense que le défi sportif de BSD, ça va plus le chauffer et le pousser à bien se préparer que n'importe quel autre défi, parce qu'il y a un côté, vas-y, comme tu dis, cette nouvelle génération, j'ai envie de voir où j'en suis par rapport à un mec comme ça. Des points positifs que j'ai montrés aussi, que j'ai voulu aussi pointer, notamment debout, on parle beaucoup du striking et de l'anglaise de Poirier, mais un McGregor qui n'était pas le McGregor Prime, en garde ouverte, donc gaucher contre gaucher, il lui a fait quelques sales combinaisons quand tu regardes les combats. Ah non, mais des petits jab crochet qui passent très propres, tu vois. Alors c'est McGregor, un très bon striker, faut toujours dire que McGregor c'était aussi un sacré combattant et pas que la grande gueule qu'on connaît, mais il y a vraiment des chemins, tu vois, au sol, debout, il y a beaucoup de chemins pour Benoît finalement. Ouais, non, mais il y a des choses à faire, bien sûr. Il y aura des choses à faire. Il est en capacité de le faire. Maintenant, face à un combattant plus que dangereux, qui est même lui a les qualités et qui aura les mêmes opportunités entre guillemets, en tout cas debout, il aura les mêmes opportunités que Benoît, par exemple contre Conor, leur 2e combat, celui pendant le Covid, où il envoie beaucoup de calf kicks qui font que Conor il peut plus marcher au bout d'un round, il peut déjà plus marcher. Donc c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel BSD devrait être très prudent et tout bloquer, parce que ça va très vite. 3, 4, tu peux déjà plus mettre de poids sur ta jambe avant, ça devient compliqué. Donc il y a beaucoup il y a des opportunités, il y a des chemins en tout cas, il y a plusieurs gameplans différentes qui peuvent faire gagner BSD, mais l'inverse est aussi vrai. Et on peut faire confiance à la team, on le dit à Daniel Warin et à la team pour tous les game plans pour l'instant ces derniers temps de Benoît sont bien ficelés, hein. Il arrive toujours avec le bon game plan, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas aussi contre Dustin Poirier, et il progresse de sortie en sortie, je le disais aussi. C'est dingue quand même quand on se disait sur les bookmakers, il est favori. Il est sorti favori de ce combat. Quand les premiers bookmakers ont sorti les cotes, Benoît est favori devant Dustin Poirier.
7 mois avant, il était challenger contre Ismaël Bonfim. Ouais, Quand les c'est codes clair. sont sortis, c'était Bonfim le favori. C'est clair. Il y a une logique pour toi? Est-ce qu'il soit, on fait une petite parenthèse là-dessus, est-ce qu'il soit le favori des bookmakers? Benoît? Non, je pense pas. Très honnêtement, pour moi, il devrait pas être favori. Dustin doit être favori. Il est dans cette position-là. Il a prouvé qu'il mérite d'être dans cette position-là, qu'il a toujours le niveau. Parce que contre Gaethje, il se fait mettre KO, mais en tout cas, les 2 premières rounds, c'est la guerre et il est complètement dedans. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, pour ce qui est de l'analyse technique, j'ai pas mentionné le point principal, mais c'est que Poirier tape comme un camion. Ouais. Donc il faudra faire très attention C'est énorme. défensivement. On va y revenir, Parce c'est mes que- derniers points, les craintes qu'on peut avoir. Parce que sinon il prendra cher. Donc non, pour moi, il devrait être favori. Après, je sais pas trop comment ça marche, les bookies, on en a déjà parlé Non, je plusieurs fois. suis d'accord, t'as raison. Parce qu'en fait, c'est Mais- aussi une somme, c'est aussi le Ouais, volume voilà, de Paris qui c'est- fait les trucs. Enfin, Il y a des choses, je pense, qui font en tout cas, que... ça montre une particulier. forme de respect. Non, en tout Voilà. cas, clairement, Ouais. il y a quelques années, ouais, un Français qui combat un combattant d'élite comme ça, il était à moins 900. Ouais, oui, Enfin, Non, plus mais- 900, pardon. Oui, on est Non, d'accord. mais tu vois, voilà. Complètement. Peu importe ce qu'il avait fait avant presque, hein, donc complètement. Et avant ce dernier point qui va être les craintes qu'on peut avoir pour Benoît, enfin là où il faudra faire attention contre un Dustin Poirier, des petits chiffres aussi quand même pour aller dans une nouvelle fois, mes petits chiffres qui vont dans le bon sens et qui peuvent nous faire sourire par rapport à ça. Il a combattu pas mal de gauchers, Poirier. Il a Ouais. toujours eu du mal. Quasi toujours en tout cas. Michael Johnson et Connor, le premier contre Connor, c'est des défaites. Jim Miller, il a beaucoup de mal. Cub Swanson, qui est un switcher, qui switch Ouais. beaucoup quand même, il perd aussi. Dans le deuxième combat contre McGregor, au final, il a un peu une stratégie de sol. Parce qu'il va plutôt à un Ouais, moment ouais, vers il va le plus sol sol, aussi parce que il fait ça. Et je pense que s'il fait ça face à BSD, le résultat fait mal. Et ça, c'est pour le clin d'œil. Mais tu sais, les 2 derniers mecs qui se sont fait mettre KO par Justin Gaethje, ce qu'ils ont fait derrière, Tony Ferguson, Ah, 0,6 derrière. Donald Cerrone, 0,4 plus un no contest derrière. Ah ouais. Voilà, quand tu te fais éteindre par Gaethje, tu perds quelques neurones peut-être et t'es plus le même après en tout cas. Ouais, visiblement. Non, voilà, ça c'est pour la blague parce que chaque combat est un combat et chaque match-up est différent. Et on finit Baba sur ces craintes-là. Tu l'avais mis, c'est ce que j'ai mis en énorme sur ma feuille. Les craintes pour BSD pour moi, c'est la puissance de Poirier parce que ça frappe comme un camion, comme tu le disais. Ouais. Et le deuxième point que j'avais noté, c'est la force de Poirier dans la fatigue. Ouais. C'est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de mal, même dans la fatigue, même quand il est dans les eaux profondes, comme on dit. Ouais. Et il est capable de t'en sortir une qui te couche. C'est les deux des points principaux que tu verrais aussi. Et est-ce que tu en as d'autres si tu en as? Non, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on a focus sur BSD et puis c'est bien normal. Mais Poirier, il est dans cette position-là pour une raison. C'est pas un puncher, c'est un frappeur, c'est un gros frappeur, extrêmement résilient. Il est sur la résistance musculaire, bah ouais, comme tu l'as dit, hein, au 5e round, il va pouvoir t'harceler, il va pouvoir continuer, pouvoir taper fort, il peut t'éteindre dans le 5e round, il y a pas de problème avec lui. Donc c'est compliqué de combattre les mecs comme ça, qui ont beaucoup de courage, qui sont très résilients et qui tapent fort tout au long du combat. Donc tu dois être vigilant tout le temps, c'est compliqué. Il a l'expérience de son côté, et on a vu que l'expérience, ça peut faire beaucoup ces derniers temps. La plupart du temps, Dustin, il est discipliné. C'est quand même assez rare qu'il sorte d'un game plan ou qu'il sorte de quelque chose qu'il n'a pas prévu. Il peut faire la guerre, mais c'est souvent parce qu'il a prévu de faire la guerre, en fait. C'est pas parce qu'il se laisse embarquer dans un combat. C'est simplement que lui, il a décidé qu'il allait imprimer un rythme au combat et qu'il allait pas en dévier, tu vois. Donc, et c'est un des rares combattants de MMA qui, avec les années, s'est constamment amélioré. Il y en a beaucoup qui déclinent assez vite. Les mecs de sa génération, hein, tu as cité Ferguson tout à l'heure, par exemple, qui a grandement décliné à la fin, ou Ned Diaz ou d'autres. Et lui, il a fait que de s'améliorer, en fait. Il a fait que de s'améliorer. Et il va avoir 35 ans, je crois. Si je dis pas Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça, il a 35 ans, comme ils sont tous au même âge. Ouais, c'est ça, il a 35 ans. Et moi, pour l'instant, il m'a pas montré de signe de déclin. Non. Donc, ça fait que physiquement, mentalement, il est toujours dans son prime. Bon, en tout cas, dans la fin de son prime. Et ça en fait de très 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 loin le combattant le plus dangereux que BSD n'a jamais affronté. En tout cas, la fin de la quote, la fin de la citation de Frévola, je te l'avais pas dit, mais lui il disait je connais pas le vainqueur, mais je peux garantir qu'il y aura du sang. Ouais. On peut imaginer quand même une guerre parce que tu le disais, Dustin, il est capable de le faire s'il l'a dans son plan. Ouais. Il encaisse, on l'a dit. Ouais. Benoît encaisse également. Il y a la crainte du contre d'ailleurs aussi pour Benoît, mais il encaisse, donc on peut se dire qu'il pourra résister. Ouais. Tu le vois, c'est un peu dernier truc sur ce côté guerre. Tu vois Poirier initier la guerre contre BSD? Ouais. Tenter de le faire reculer, tenter de le mettre sur le pied arrière pour le déstabiliser. Bien Moi, sûr. je vois bien ça comme plan. Bien en fait. sûr. Ah bah si j'étais son coach, c'est ce que je ferais. Bien sûr. Il a les qualités physiques pour le faire. Surtout en début de combat, surtout en premier round où il est vraiment très dangereux en début de premier round. Son anglaise, elle est difficile à lire. Il travaille très bien avec les deux bras. Il tape fort avec les deux bras.
Et donc il n'y a aucune raison de s'empêcher. Il sait qu'il est devenu gros pour la KT en plus maintenant. Poirier, il pourrait très bien aller dans la KT du dessus maintenant, donc ouais, il faut qu'il soit agressif. Il va être agressif, moi en tout cas c'est ce à quoi je m'attends, parce que c'est ce qu'il fait maintenant ces dernières années. Et c'est clair que BSD devrait être très vigilant parce que ça peut se terminer super vite. Hein. Et 5 rounds, c'est la première fois que Benoît va faire 5 rounds. Ça à l'UFC en tout cas. Ça a l'avantage, Dustin. On parlait de sa durabilité aussi. Ça avantage Dustin. C'est marrant d'ailleurs parce que tu sais, la célèbre phrase de Benoît à l'UFC Paris. Il n'y a personne qui tient 3 rounds avec moi. Ouais. Là, c'est sur 5, Benoît. Donc, c'est pour le clin d'œil, mais tu vas être testé sur 5. Ouais. Tu vois ce que ça avantage quand même, Poirier ? L'expérience avantage toujours celui qui a déjà fait plusieurs 5 rounds. Et il a fait presque que ça ces dernières années, Poirier. Donc, c'est à son avantage. Et en plus, si je reprends le combat contre Hooker, il a montré que dans le 4 et dans le 5, il fait mal. Ouais, tout à fait. Tu vois, ou Holloway. Alors, c'est 2020, ça remonte maintenant à 3 ans et demi, mais il l'a montré. Mais il peut faire. Encore une fois, je t'ai dit, tant qu'on n'a pas de signe qu'il est sorti de son prime, pour moi, il est toujours capable de le faire. Peut-être qu'il nous montrera contre BSD que c'est plus le cas. Et il me reste 2 questions sur ça, et on va faire la revue d'effectifs de tous les Français rapidement qui vont combattre dans ce début d'année fou un peu en MMA. C'est un masterclass de management dans le sens où c'est le plus accessible du top 5, même en termes de style, pour Benoît, aujourd'hui, Dustin, si tu reprends le top 5. Les Chandler, Gaethje, Tsarukyan, Oliveira, Islam Makhachev. Ouais. Non, pour moi, ça aurait peut-être été Chandler. Si tu parles de un peu de moins, voilà, Chandler, il est un peu plus unidimensionnel, même si athlétiquement parlant, il est incroyable. Il est plus vieux, je sais, parce qu'on a le même âge. Donc je sais ce que ça fait de s'entraîner à cet âge-là. Mais ouais, j'aurais peut-être dit Chandler. Après, c'est de pas grand-chose. Maintenant, c'est une masterclass parce que c'est le combat qui est le mieux pour la marque BSD. Ouais, totalement. Déjà, premièrement... Allez, tu pouvais peut-être faire mieux avec Gaethje pour la BMF, quoi. Ouais, mais, voilà, là, on tape au summum, quoi. C'est le mec qui est en position de combattre pour la ceinture, donc celui-là, j'y croyais pas. Non, c'est clair. Et pour être en toute honnêteté, je pensais pas qu'il pourrait faire Poirier, donc c'est un gros travail qu'il a fait, chapeau à lui, très clairement, d'avoir été chercher ce combat-là. De ce que j'entends à droite et à gauche, il les a harcelés, il a vraiment fait le taf pour pouvoir mettre son gars en position, donc il faut lui... Après, si on lit bien, même ils n'étaient pas vraiment au courant, ni Benoît ni Daniel, ils l'ont un peu appris, c'est même pas, ils le disent, ils l'ont appris un peu, c'était le cadeau de Noël en retard, quoi. Tu vois, donc il a vraiment fait un gros travail, ça c'est clair. C'est une bonne chose pour la suite, c'est une bonne chose pour les gars qui veulent bosser avec lui, ça c'est sûr. Et voilà, d'être capable d'aller chercher ce combat-là. Encore une fois, Poirier, il n'est pas obligatoire, donc il a fallu que l'UFC lui vende, et pour ça, il a fallu d'abord que le manager de BSD le vende à l'UFC et leur fasse comprendre l'intérêt qu'ils avaient d'aller dans ce sens-là. C'est ce qu'il a réussi à faire. Et en plus, encore une fois, ça mange pas de pain. Si le numéro 2 ou 3, ça avait été, moi je te dis une bêtise, Gamrot, ça aurait été bien aussi, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, au-delà, c'est super bien de le prendre parce que c'est un nom. Tu vois, on disait Ferguson après Gaethje qui enchaîne cette... Ça se trouve, Dustin, il a déjà passé le cap et il est en train de descendre tout doucement. Et puis dans 5-6 combats, on se revoit, il a 5-6 défaites de suite. Ouais. Mais là, ça reste un nom, tu vois. Il n'est pas du tout dans une série comme ça. Il vient de perdre un seul combat. Battu 2 fois McGregor. C'est l'une des plus grandes stars, une des 5 plus grandes de l'UFC aujourd'hui. Tu as bien raison, Baba, de le dire. C'est parfait. C'est un moment parfait pour le prendre. Vraiment parfait. C'est du bon boulot. Et la dernière, parce que tu viens de le dire, Gaethje, il doit affronter Islam Makhachev. Alors, ce sera plutôt vers juin, les dernières rumeurs, puisque Makhachev avait parlé de mars, mais ça s'est pas fait. Voilà, c'est trop tard désormais. Il y a le mois de Ramadan qui va passer. On sera plutôt vers le mois de juin. Derrière, on a Oliveira contre Tsarukyan qui sera à l'UFC 300. Dana a déjà dit le vainqueur serait le challenger après Gaethje pour la ceinture. Maintenant, on connaît Dana, Baba, hein, toi et moi. C'est ce que j'allais dire. Dana n'est pas parole d'évangile. C'est ce que j'allais dire. Dans un monde où Benoît, on fait de la fiction là. Benoît met Poirier KO au premier round. C'est ce que j'allais dire. Et un mois plus tard, Tsarukyan arrache une sale décision contre Oliveira, pas spectaculaire, où on s'embête un peu, même si normalement on s'embêtera pas avec ces deux-là. Ouais, non, mais c'est clair. T'es l'UFC, tu mets pas Benoît au title shot à ce moment-là dans le scénario que je te dis. Hein. C'est ce qui colle à la rétine. S'il y a un bon combat entre Oliveira et Tsarukyan, mais que ça va au terme des 5 rounds. Et c'est un bon combat. Hein. On sait que ce sera un bon combat quoi qu'il arrive, il y a des beaux échanges et tout. Mais que BSD, il arrive, il met KO Dustin au premier. C'est improbable de pas le mettre pour la ceinture. Totalement. Ça reste un business. Et je pense que le monde le réclamera en fait. Et tout le monde te dira, et même les analystes du game te diront, non mais avec ce qu'il a fait là, t'es obligé, t'as pas le choix, il faut le mettre pour le titre, et les autres ils attendront quoi. Il sera de toute façon, en battant le 3, il sera de toute façon top 5, et selon l'impression visuelle que t'as donnée, c'est pour ça que dans mon scénario je disais bien Tsarukyan qui arrache une vieille décision, parce que je pense que c'est Charles gagne la revanche contre Islam, tu vois, il y a quelque chose qui est écrit, les gens adorent Charles Oliveira, je pense qu'il l'aura. Mais dans ce scénario-là,
C'est pas ouf si BSD fait la ceinture en fin d'année, en fait. Ouais, tu bah, vois. c'est clair. Pas ouf du tout. Tsarukhan et BSD, ils arrivent face à deux élites, deux monstres de l'AKT, et c'est celui qui fera la meilleure perf. En plus, ils combattent un event après l'autre, donc c'est parfait. Exactement. Celui qui fera la meilleure perf, c'est celui qui décrochera. Un mois d'écart et on règle ça. Totalement, Baba. En tout cas, on fera d'autres épisodes sur ce combat-là et on donnera nos paris à ce moment-là. Donc, on ne va pas y revenir là-dessus, mais pour que vous ayez déjà mon pari d'avance, moi, je l'ai déjà dit ici et je le répète, je pense que Benoît Saint-Denis, dans le mental, dans la technique, dans tout, je pense qu'il roule sur tout le monde jusqu'à Charles et Islam dans cette Ouais, catégorie. tu l'avais dit ça. Je pense que Charles et Islam, c'est deux autres animaux, c'est autre chose. Ouais. Mais je pense qu'il roule sur tout le reste, donc vous avez à l'avance mon prono pour ce combat-là, mais on y reviendra plus tard. Baba, je voulais qu'on profite de cette émission-là, où on parlait de BSD contre Poirier avec quelques jours de retard par rapport à l'annonce officielle, mais pour faire un point sur les 2-3 mois à venir du MMA français, parce qu'ils sont dingues, parce qu'on a des rendez-vous extraordinaires de partout. Bien sûr, la grande cerise sur le gâteau, c'est Benoît, c'est le combat dont on vient de parler, mais il y a d'autres choses. Cette période, elle a commencé ce week-end, on va revenir pour une fois et pas se projeter. C'était le combat de Taylor Lapillus, on l'a reçu au Fighter Club, toi et moi, contre Farid Basharat, défaite par décision unanime, 30-27. Il était au micro d'RMC Sport après, Taylor, on le cite, il dit « je suis pas satisfait, on va tirer des enseignements ». Il dit « c'était plus musculaire que cardio ». Il l'a dit, nous, à Romain Pougeot, qui était envoyé spécial sur place, il dit « j'ai plus les jambes ». Alors, on a vu, moi, les images que j'ai vues de lui en cutting, c'était une nouvelle forme de cutting qu'a fait Taylor, avec un protocole de l'UFC. Moi, je sentais dans sa tête qu'il n'était pas au mieux. Mais bon, c'est du cutting. Personne n'est bien quand il est dans un sauna ou tu vois, ou des trucs chauffants. Donc ça veut rien dire non plus. Il était plus fort, Basharat, on va pas se mentir. On sait à quel point on adore Taylor ici. Sur le combat, il n'y a pas photo, le 30-27 est mérité. Il est plus fort. Grosse défense de lutte de Taylor, mais il en a pas montré assez sur le reste, pas été assez actif. Et peut-être que le musculaire l'explique d'ailleurs. Baba. Ouais, non, mais sûrement. Moi, j'achète sans problème, parce que de toute façon, c'est réel. C'est réel que si tu peux pas réaccélérer, si tu peux pas renvoyer des coups, c'est que forcément, au niveau musculaire, au niveau endurance musculaire, t'as des petits problèmes. Mais ça. Au niveau du cutting, il n'y a que Taylor qui peut te dire. Moi, ça, je sais pas. Je sais même pas s'ils ont déjà la réponse eux. Ouais, voilà, ça sera étudié. Tout ce que je sais, moi, en tout cas, c'est que Basharat, il a fait son travail. Il a imposé un rythme au combat. Surtout, il a imposé à Taylor de défendre constamment. Et quand tu défends constamment et que c'est pas dans tes termes, tu utilises de l'énergie alors que toi, tu veux pas. Forcément, tu vas te fatiguer beaucoup plus. Donc, il faut rester froid dans l'analyse, comme Taylor a été froid dans son analyse. Basharat, il a été un peu meilleur, tout simplement. Il a bien géré son game plan, il a été très intelligent. Même les kicks, la distance, il a mieux géré que je pensais, moi, contre Taylor. Quand il était à distance, il a travaillé un peu plus que Taylor à chaque fois. À chaque fois, il y avait la menace du takedown et il faisait dès que possible, il luttait contre la cage. Et tu sens qu'il a vraiment respecté Taylor, tu sens qu'il le craignait un peu. Donc, il s'est très bien préparé. Il n'a pas fait n'importe quoi. Tu vois, il n'a pas fait le fou, il s'est pas jeté. Il a fait un combat intelligent. Je trouvais qu'il a presque battu Taylor à son propre jeu, dans le sens, Taylor, on dit souvent que c'est quelqu'un qui gère bien la direction du combat, qui sait amener le combat là où il veut, là où sont ses qualités. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'a fait Basharat contre Taylor, parce qu'il le respectait et qu'il a su le faire, quoi. Il a été versatile, et si tu veux, il a jamais laissé Taylor s'installer. Tu vois, Taylor, c'est un excellent combattant qui debout, qui gère très bien la distance, mais il lui a jamais laissé le temps, en fait. À chaque fois qu'ils étaient debout, il envoyait un petit high kick, un petit side kick, quelque chose. Il envoyait quelque chose pour à chaque fois faire défendre Taylor. Donc quand ils étaient en striking, Taylor il défendait, et quand ils étaient au clinch ou en grappling, Taylor il défendait encore. Donc il a fait que de défendre. Il l'a très très bien fait. En plus, c'est ça le pire, il a super bien défendu Taylor. Mais voilà, Farid il a fait son boulot, il faut lui reconnaître totalement. Ça. Et je pense que Taylor, pour moi, il a perdu contre un combattant d'élite. Certes, aujourd'hui, il n'est pas dans le top 15. Mais qui va y aller assez rapidement. Il est très largement top 10 de la KT déjà aujourd'hui. C'est le genre de défaite qui peut bien vieillir dans quelques temps. Ça va super bien vieillir. Moi, tu vas te dire, ok, je sais contre qui il a perdu. Et je pense que ça n'empêcherait pas un Taylor de se rapprocher du top 15 pas du tout. Dans quelques combats quand même. C'est la première chose que j'ai dit, moi, quand le combat s'est terminé. J'ai dit, ok, il a perdu, il faut retourner au travail. Mais cette défaite-là, vous verrez tous après, vu où va aller Basharat, vous verrez tous après que cette défaite-là, elle va pas faire du mal à Taylor. Et on peut faire confiance pour le connaître à Taylor, pour tirer les enseignements, comme tu dis, être froid sur son analyse, pas se voir trop beau, et pour savoir ce qui est pas allé et travailler ça, on lui fait confiance et on lui envoie plein de force, bien sûr, à Taylor. C'est jamais facile de se remettre d'une défaite, donc plein de force à Taylor, et on attend de le revoir vite dans la cage pour repartir vers la victoire. On enchaînera le 3 février, Apex de Las Vegas, main event du UFC Fight Night, Nassourdine Imavov contre Roman Dolidze, numéro 7, Roman Dolidze de la catégorie des moins de 84 kilos, sort d'une défaite contre Marvin Vettori en mars dernier. C'est un combat qui
Dolidze devait affronter Derek Bronson puis Jared Cannonier, ça s'est annulé les 2 fois. Nassour aurait pu le prendre un peu en short notice pour les événements de décembre. Finalement, il y a eu problème, il n'y a pas pu se faire. Ils ont quand même gardé le combat pour le mettre en main event le 3 février donc. Après l'année de Nassourdine, frustrante quand même. On rappelle des défaites contre Strickland en début d'année avec un changement d'adversaire au dernier moment. Catchweight, enfin, ils ont combattu dans la catégorie dessous. Puis le no contest contre Chris Curtis alors qu'il dominait le combat. C'est une super opportunité après une année comme ça d'avoir un top 10, de pouvoir rentrer dans le top 10 des moins de 84. Comment tu vois ce combat et est-ce que là c'est l'heure ou jamais pour Nassour et il faut pas rater ce wagon? Ouais, là, il faudra. Pour moi, il faut qu'il fasse un statement parce qu'il est respecté par la communauté, par les analystes et par l'UFC. Clairement, s'il lui donne ce combat-là, en plus un main event, c'est qu'il croit toujours en lui. Et voilà, il a eu quelques petits setbacks contre Strickland, mais c'est une défaite qui a bien vieilli puisque Strickland est devenu champion. Il y a pire. Maintenant, voilà, il a en face un combattant qui a des qualités, qui ressemble aux siennes d'ailleurs. C'est des combattants qui se ressemblent un peu. Donc il va falloir faire le boulot. Je pense qu'il est tout à fait capable de le faire et de battre son adversaire de façon suffisamment convaincante. Et ouais, s'il veut rester dans ces bonnes conversations-là, la catégorie elle vient de changer de braquet. C'est très très ouvert là en ce moment. Donc avec une bonne victoire puis une autre, il peut se retrouver très vite dans une bonne position. Totalement. On rappelle, ce week-end, il y aura le combat pour le titre de Strickland dont on vient de parler contre Dricus du Plessis. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans cette caté et là tu peux attraper le bon wagon. J'ai envie de dire, fais vite avant qu'ils y reviennent. Ouais, tu vois, oui, totalement. Parce que quand il va revenir, ça va rebloquer un petit peu, tu vois. Exactement. Donc, tant qu'Adesanya fait sa petite pause, là, c'est ouvert, tu vois. Beaucoup de choses vont bouger. Exactement. Comme tu dis, là, tu bats Dolidze, plus tu fais une belle victoire contre un mec qui sera forcément au-dessus. Ça s'ouvre très vite aux conversations. En plus, tu as un passé avec Strickland, sur un short notice. Tu pourrais dire, là, on va faire un combat. Enfin, tu vois, il y a des choses à écrire dans cette catégorie pour lui. Sur la même carte, on devait avoir William Gomis qui devait affronter Melzik Bagdasaryan. Malheureusement, forfait pour William. Donc, on en attend des nouvelles pour son prochain combat. Force à lui, bien sûr, mais ça aurait pu faire 2 Français sur la carte. Ce ne sera pas le cas. On passe fin du mois de février à Mexico, retour de Fares Diam contre le Péruvien Claudio Puelles, très dangereux, même s'il sort sur une défaite contre Dan Hooker, c'était il y a plus d'1 an, c'était fin 2022. Fares, lui, 2 victoires de suite, Figlac au premier UFC Paris, Jay Herbert à Londres l'été dernier, on l'a pas revu depuis. Toujours pas de victoire avant la limite pour Fares Diam à l'UFC, on sait que c'est son 2e contrat. Pareil, on a l'impression, s'il veut aller vers le top 15, il y a un moment où il va falloir une victoire statement, même dans la manière, au-delà de la décision, parce que Herbert, c'est un beau statement, c'était pas n'importe qui. Mais tu vois, d'un truc où tu sors et tu dis, ah, Fares, il a fait fort. C'est ça, il faut montrer, c'est bien, il gagne, il a raison, parce qu'à la fin, comme disait Bernard Hopkins, it's all about the W. Oh oui. Mais va falloir, je pense, aux yeux en tout cas des matchmakers, montrer plus encore, là, faire une belle victoire. Bon, c'est à Mexico City, il va falloir faire gaffe. En altitude. Raison de le préciser. J'allais le dire. Ken Velasquez, si tu nous entends. Attention à l'altitude. Mais voilà, après, s'il peut faire une belle victoire et montrer quelque chose, tu vas montrer un petit statement, ça peut être intéressant pour lui après derrière. On enchaînera juste après, puisque le mois de février est court, donc ce sera la semaine d'après, Arabie Saoudite. Il y a Nice Guémouri qui sera de retour contre le Brésilien Vinicius de Oliveira. J'en rigolais, on a avec Vinicius de Oliveira. Ils lui ont tout mis, ils lui ont dit tous les noms brésiliens. Il a tout pris, notre ami. On rappelle pour son premier combat, notre ami Guémouri, défaite contre William Gomis à l'UFC Paris, dans le scénario qu'on connaît avec l'arrêt de Loïc Pora. Là, ce sera bien en moins de 61 kilos, la catégorie où il doit combattre. Le Brésilien, lui, est passé par l'UE Warriors et les Dana White Contenders. On sait que c'est toujours les petits chouchous de Dana, comme tu le disais, Baba, comme l'était Farid Basharat, qui sont mis sur ce genre de choses. Ouais, bon, pas énormément à dire. C'est le 2e combat de son contrat, Yanis. Il y a eu cette frustration à l'UFC Paris. Dans l'idée, il faut entamer la colonne victoire à l'UFC, quoi. C'est ça son objectif. Gagner et montrer qu'il appartient. Qu'il a toute sa place à l'UFC, tout simplement en fait. Ouais, je pense que de toute façon, c'est le plus court qu'on a à dire, parce que c'est le début de son parcours à l'UFC. Pour moi, c'est son vrai début, là, voilà. Ouais, tout à fait. Paris, pour sa première contre un Français, c'était quand même... un peu short notice, avec un changement d'adversaire. Un changement d'adversaire au dernier moment. Là, pour moi, c'est le vrai début et il faut y aller. Les conditions n'étaient pas idéales pour lui, pour débuter à Paris. Le 2e plus gros combat, je pense, de toute cette liste pour l'instant, de tout ce qui est officiel en tout cas, on sera le 30 mars à Atlantic City, ce sera le co-main event. Le main event sera Sean Brady, Vicente Luque, ça a été annoncé. On a du Dominique Reyes, du Chris Weidman sur cette carte. On a aussi du Kaolan Loufran, pour ceux qui se rappellent de la Pilus à Paris, notre ami Loufran. Et ce sera le co-main event, Manon Fiorot contre Erin Blanchfield. Donc les deux qui sont en attente dans cette catégorie des moins de 57. Il y a la championne Alexa Grasso qui a fait 2 combats contre Valentina. On attend le 3e vu le scénario du draw du 2e.
Il y a eu des blessures, elles se sont fait toutes les deux opérées après le combat, donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'elles reviendront. Là, en fait, on l'a vendu pour Manon sur ses 2 derniers combats. Le scénario a fait que c'était non. Là, c'est clairement une demi-finale. La gagnante sera la prochaine challenger après Valentina pour la championne, que ce soit Valentina ou Alexa Grasso. On est d'accord. Ah bah il y a d'autres situations qui appelaient moins à ça. L'UFC a mis une ceinture intérim dans un cas comme ça. Tout à fait. Donc pour moi c'est une ceinture intérim là. Celle qui gagne, elle est tu peux impossible de lui dénier un combat pour le titre, ce qui lui est déjà dû depuis un temps, que ce soit l'une ou l'autre. Donc va falloir refaire le boulot. Et comme je dis toujours, même si après si elle fait ce combat-là et qu'elle le gagne et qu'elle gagne la ceinture derrière, elle aura nettoyé sa KT. Maintenant, tu vois, que tu le fasses dans un sens ou dans l'autre, tu l'as nettoyé. Ouais, tout à fait. Tu les prends avant ou après la ceinture. Et comme elle a dans l'idée de monter dans la KT d'au-dessus, tu vois ce que je veux dire. Tu perds pas ton temps. Ouais, tu perds pas ton temps. Pour moi, elle est pas perdante là-dedans. Tu perds totalement ta tournée. D'ailleurs, on le note, mais ce week-end, il y a Mera Bueno Silva qui fait la ceinture des moins de 61 vacantes, qui avait battu Manon sous Covid. Exact. Comme quoi, tu vas changer de catégorie, des fois, ça te crée des chemins vers une ceinture plus rapidement que d'autres. Ouais, c'est clair. Et ce combat, il est intéressant quand même, parce qu'il y a Manon avec toutes ses qualités debout qu'on connaît, qui vient du karaté, on le rappelle, et Blanchfield, c'est le sol. C'est là où elle est le plus forte. Il y a une opposition de style qui est intéressante. Et j'ai l'impression, moi, que Manon, je sais qu'elle pense, et a raison, mériter plus le title shot qu'une Blanchfield, vu son run, ce qui paraît logique, en ayant battu les Chookagian des Namajunas. Et que là, elle va chez elle, puisqu'Atlantic City, elle vient du New Jersey, une Blanchfield. Je sais qu'elle aurait pu attendre, Manon, ça c'est les petites infos que je vous donne, et qu'elle a décidé de pas attendre, qu'elle aurait pu essayer d'attendre, voir si le title shot s'ouvrait, qu'elle voulait combattre, pas passer un an encore sans combattre, et qu'elle voulait aller la taper chez elle. Elle a raison. Donc j'ai l'impression qu'il y a un côté gangster là. Manon Fiorot arrive à Atlantic City en gangster pour venir repartir avec le scalp de la locale. Tu vois ce que je veux dire, Baba? Je suis 100% d'accord avec elle et son équipe. Ils ont complètement raison. C'est ce qu'il faut faire. Tu vas aller chercher, tu prends le truc. Et comme je t'ai dit, tu les accroches à ton tableau de chasse maintenant ou après la ceinture, tu les accroches à ton tableau de chasse. Pars du principe que tu es la meilleure de la catégorie, qu'on te donne l'opportunité de l'affronter celle-là, de montrer que tu es meilleur qu'elle. En plus, chez elle, il faut y aller, clairement. Faut y aller même à fond, je suis d'accord. Raison. Et on sera en avril, on n'a pas trop d'infos encore, mais le 6 avril, une semaine après, ce sera une semaine avant l'UFC 300, dont on vous a parlé tout à l'heure. On sera à l'Apex de Las Vegas une nouvelle fois, ce sera Vettori Allen, le main event, et on aura Morgan Charrière sur la carte contre le Coréen Sang-Woo Choi, qui est un expérimenté UFC, ce sera son 9e combat à l'UFC au Coréen, il vient de battre Jarno Herrens, qui a été battu par William Gomis à l'UFC Paris 1, mais qui reste, avant il était sur 3 défaites, et on aura Nora Cornell aussi, ça on n'a pas l'adversaire pour l'instant, c'est des infos de Baptiste Bajard que je comptais citer, toujours des bonnes infos sur les combats des Français. Donc voilà, je pense qu'on a très envie de revoir Morgan quand même après sa première à Paris. C'est des débuts très excitants, on sait tout le parcours le long parcours qu'il a eu pour avoir à l'UFC. Très envie déjà de revoir Morgan. Ouais, bien sûr, c'est clair. Tout le monde attend sa deuxième sortie avec impatience. Ceux dont on n'a pas de nouvelles encore, Cyril Gagne, il y avait eu des rumeurs sur un combat en mars, Fernand Lopez, son coach et manager, en avait parlé, pour l'instant pas de nouvelles. Moi je sens bien qu'à un moment, avec toutes les bisbilles Aspinal, Jones sur les réseaux, moi je pense que l'UFC un jour va l'imposer, comme ils imposent des combats, on l'a vu récemment, Dana, je pense que le Aspinal Gagne, on va y avoir droit. Oui, pour moi ça va être clair, comme de l'eau de roche. Sans doute en Angleterre. Il n'y a aucune autre solution pour l'un comme pour l'autre. Non, c'est ça, tu bloques les deux en fait si tu fais pas ça. Donc à voir quand, comment, mais peut-être qu'en Angleterre au printemps, ça peut avoir du sens. UFC London, ils y retournent de toute façon, c'est sûr que ça va se faire. Et on sait aussi, on rappelle le moins de 93, Oumar Sy va bientôt faire ses débuts, donc on n'a pas encore la date de ses débuts UFC, mais on croit fort en lui dans cette catégorie moins de 93. Et Kevin Jousset, qui a déjà fait ses 2 premiers combats UFC, notre Français du bout du monde. Je sais pareil, des petites infos que je peux donner, qui négocie déjà son 3e combat. J'ai pas le nom de l'adversaire ni la date, mais pareil, ça devrait être mars-avril si tout va bien. Donc on va les voir tous en action dans ces semaines à venir. Au milieu de tout ça, je n'oublie pas que Saladin Parnasse devrait venir avec le KSW à Paris. Ça devrait être en début avril. Et que en début mars, il est possible qu'on ait un PFL Paris avec Cédric Doumbé, et il y a même des délires, même si rien n'a été officialisé, qu'il y aurait des paquis en face, ce qui ferait exploser le Twitter MMA français. C'est quand même, on va se quitter là-dessus, Baba, c'est un début d'année fou pour le MMA. Ce sport, il continue de grandir. C'est un gros début d'année, et ça promet une très grosse année pour le MMA français. Et au milieu de tout ça, vous aurez aussi la boxe avec du Usyk Fury, du Joshua Ngannou, les soirées japonaises avec Kenshiro Nakatani sur RMC, du Bakary Samake chez nous. Enfin, c'est une grosse début d'année sport de combat, et on sera là, Baba, pour en parler ensemble, bien entendu, dans le RMC Fighter Club. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode de notre RMC Fighter Club. Envoyez-nous des pouces bleus, de la force, des étoiles, ça fait toujours avancer le bousin. On passe aussi une dédicace à Mbili, sa belle victoire de ce week-end. Ouais, bravo à lui, super victoire.
continue d'avancer. Magnifique. Donnez-lui un gros nom, donnez un nom à Christian en 2024. Voilà ma résolution pour 2024. Merci beaucoup Baba pour ta présence pour ce numéro. Merci. Juste un petit mot. Ouais, vas-y. Joyeux anniversaire à mes jumeaux, Issa et Maya. 9 ans. Bisous. Oh là là, mais ça c'est beau ça. Regarde Max, regarde le sourire de Max en régie, tu vois, tu l'as touché au cœur là. Et ben on passe la dédicace avec toi Baba. Bon anniversaire à eux. Merci. Et à très vite tout le monde pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut. Salut Baba. RMC Fighters Club.